8h50 et vous êtes en direct sur TV Finance et Boursorama et nous recevons à présent Nicolas Budin, gérant action chez Myria AM, afin de faire le point sur ses décisions d'investissement à propos du fonds Myria Concept Action Europe. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors en préambule, peut-être rappeler que vous êtes arrivé en février chez Myria AM. Un petit mot sur votre parcours? Oui, tout à fait, vous êtes bien informé. Je suis arrivé au courant du premier trimestre de l'année 2019. J'ai passé 13 ans chez Vega Investment Managers, une filiale du groupe Natixis, dans laquelle j'exerçais les mêmes fonctions que celles que j'exerce aujourd'hui chez Myria, c'est-à-dire gérant action. Là-bas, un fonds action sur la zone euro et ici un fonds action sur la zone Europe, c'est-à-dire avec la Grande-Bretagne et la Suisse en plus. Alors on va parler un petit peu de votre réaction sur l'actualité économique ou de la façon dont vous allez gérer ce fonds Myria Concept Action Europe. Juste avant, votre approche quand il s'agit de gérer un fonds, est-ce que vous pouvez nous la définir en deux mots? Très simplement ou très brièvement, je dirais que c'est une approche top-down en bon français, c'est-à-dire je partirai d'abord d'une analyse macro évidemment et puis en tout cas d'une analyse sectorielle. On regarde un petit peu les positions qu'on veut avoir sur chacun des secteurs, sur exposé, sous-exposé, exposé ou pas, et ensuite une approche fondamentale sur les valeurs de chacun des secteurs qui permettra de sélectionner certaines valeurs. Alors si on rentre dans le dur du sujet maintenant, et on en parlait encore dans la partie juste avant, les marchés financiers clôturent régulièrement en hausse. On voit un V très marqué depuis le début de l'année. Il n'arrête pas de marquer de monter depuis le début de l'année. Comment est-ce que vous l'expliquez, Nicolas? Alors on le voit, oui, depuis le premier trimestre, enfin, sur la période du premier trimestre, les marchés ont monté de 13% en Europe, après avoir perdu 11% au dernier trimestre de l'année précédente, 2018. Donc comme vous disiez, un V. On est revenu au niveau précédent de la baisse du dernier trimestre 2018. Il y a plusieurs façons d'expliquer. Les points principaux, selon nous, seraient d'abord que en fait, le marché s'est focalisé sur les mauvaises nouvelles et a vu les nouvelles de façon négative l'année dernière et s'est inquiété de ces éléments-là. Et puis s'est rassuré petit à petit. Donc brièvement, la guerre commerciale sino-américaine, finalement, on se rend compte qu'elle sera peut-être pas totale et que ce sera pas si dramatique. Est-ce que c'est vrai que c'était un feuilleton surtout tout fin 2018, c'était le feuilleton qu'on suivait absolument, et là on en entend moins parler, et ça veut dire quoi? On ne sait pas si ça s'arrange ou pas, mais en tout cas les marchés sont moins corrélés à ce genre de décision. Oui, parce que d'abord on s'y est peut-être un petit peu habitué, comme toujours dans ce genre de situation, et puis ensuite il y a eu des nouvelles un petit peu plus rassurantes. Un autre point, c'était sur la question macroéconomique, et notamment le ralentissement en Chine, toujours la même question de savoir s'il serait brutal ou pas. Il se trouve qu'on voit qu'on a eu plutôt des éléments rassurants là-dessus également, notamment sur le climat des affaires, avec un indicateur avancé qui est ressorti au-dessus des 60, là où il était autour de 40, et donc des éléments rassurants. En Europe, il n'y a pas une grande croissance, mais ça reste une zone de croissance néanmoins. Aux États-Unis, ça s'est stabilisé et ça reste également une zone évidemment où il y a de la croissance. Donc finalement, sur le plan macroéconomique également, les nouvelles ne sont pas si mauvaises. Et puis le dernier point, c'est la politique monétaire. C'est-à-dire que toute l'année dernière, le scénario central était... Quand est-ce qu'elles vont remonter ces taux? C'est ça, ces banques centrales. Et finalement, elles ne le font pas. On sait qu'elles ne le font pas. Elles ne font pas. Mais alors, si je comprends bien, est-ce que ça veut dire que toute l'année dernière, on a anticipé une période qui allait être pire en 2019 et qu'on se rend compte que c'est pas le cas, et donc du coup les marchés remontent? Probablement, tout simplement, probablement oui. Et alors du coup, sur ces bonnes paroles, on va parler de votre stratégie. Vous avez repris le fonds Myria Concept Action Europe. Quelles actions est-ce que vous allez mener ou est-ce que vous avez déjà mené sur ce fonds? Alors on a déjà effectué des opérations depuis mon arrivée évidemment. Je suis arrivé, j'ai trouvé un fonds qui était bien structuré, bien construit. Il n'y avait pas de raison de le modifier fondamentalement. Simplement, au regard justement de l'actualité, des éléments dont on vient de parler, on a décidé de le faire évoluer un petit peu vers une certaine direction. Donc le premier point, c'est peut-être le fait qu'il y avait une part du fonds qui était investi sur les petites et moyennes valeurs, et que au regard de la déception qu'elles nous ont procurée l'année dernière et cette année, on a décidé de réduire cette exposition-là afin de réduire également ce qu'on appelle la tracking error du fonds pour avoir un fonds un petit peu plus stable. C'est-à-dire que les petites et moyennes valeurs ont déçu dans une mauvaise année 2018, une année des marchés en baisse. Parce que peut-être plus exposé au risque ou plus volatile? Oui, et puis avec moins de liquidité tout simplement. Oui, on le voit sur ce graphe par exemple. Et ensuite, en 2019, qui était une année, comme on a dit, où pour le moment le marché a progressé sensiblement, elles déçoivent également. Donc on a préféré réduire cette partie-là. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs en particulier que vous avez réduits sur ces petites et moyennes valeurs?
Alors, en fait, tout en restant très positif sur le secteur industriel, il se trouve qu'il y a pas mal de ces petites et moyennes valeurs qui sont dans le secteur industriel. Donc, on reste très surexposé à l'industrie, mais c'est un secteur un petit peu, si je peux me permettre, fourre-tout. En tout cas, il y a beaucoup de sous-secteurs dans ce secteur-là. Donc, on reste surexposé, mais on a réduit l'exposition. Les petites valeurs qu'on a sorties, c'est des valeurs comme Europcar, on a réduit une valeur comme Serco, on a réduit IS, enfin, c'est pas une toute petite valeur, mais ISS qui est pas non plus très grosse, etc. Donc pas mal de réductions et de lignes en moins sur ces sujets-là. Alors on en parlait tout à l'heure, on est toujours dans un contexte de taux bas. Est-ce que ce contexte de taux bas vous a fait prendre telle ou telle action sur le fond? Oui, évidemment, et notamment à la suite des changements et des revirements, on pourrait dire, de la Fed et de la BCE qui a emboîté le pas. Tout simplement, sur le secteur financier, par exemple, on a un petit peu remonté l'exposition malgré ces taux bas, mais par le biais en tout cas au travers des assurances. Bien sûr. Parce qu'on considère que les assurances bénéficient malgré tout de ces taux bas, notamment par mécaniquement la revalorisation de leur portefeuille obligataire. Sur la partie banque, là, on reste fortement sous-exposé, avec l'idée que ça reste compliqué pour des banques de gagner de l'argent dans un monde où les taux sont bas, voire négatifs. Un autre secteur qui parle tout de suite lorsque l'on pense au taux bas, c'est l'immobilier. Bien sûr. Il se trouve que l'on n'était pas exposé à ces secteurs-là, qui est un secteur qui a déjà bien performé, mais qu'avec la confirmation de ces taux bas, on a décidé de s'y exposer à travers des valeurs comme Unibail en France ou Aroundtown en Allemagne. Et donc c'est une petite exposition, mais on a commencé à mettre un pied dedans, si je puis dire. Oui, c'est vrai que l'immobilier, ça a déjà beaucoup performé, mais on voit mal comment ça pourrait ne pas continuer à performer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le niveau des taux est fondamental pour ce secteur, évidemment, et là il nous incite à penser que le secteur continuera à avoir des marges de manœuvre grâce à ces taux, et puis que les prix ne baisseront pas drastiquement. Puis ensuite on a voulu... C'est une bonne nouvelle pour le secteur, une moins bonne nouvelle pour les particuliers, mais probablement, mais ensuite on peut s'exposer également au secteur au travers des particuliers, mais au travers également de tout ce qui est bureau ou commercial, etc. C'est ce qu'on a fait avec un Aroundtown qui est pas mal exposé en Allemagne dans ces domaines-là. Alors donc on a parlé des valeurs financières, on a parlé de l'immobilier, on a parlé des valeurs industrielles. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous avez ciblés en particulier sur ce fonds ? Oui, on a sensiblement remonté la partie pétrole avec une double idée. Le pétrole est un secteur qui est naturellement exposé à la croissance économique mondiale. Je trouve que le scénario reste quand même une croissance globale, même s'il y a ralentissement, ou en tout cas là, il y a croissance économique mondiale. Ensuite, c'est un secteur qui s'est énormément réformé ces dernières années avec la chute du baril et qui aujourd'hui gagne de l'argent et se porte bien avec un baril beaucoup plus bas que précédemment. Et aujourd'hui, avec des niveaux de baril même à 60, les sociétés du secteur se portent très bien. Donc là, on a investi principalement d'ailleurs exclusivement pour le moment dans les valeurs, les pétrolières dites intégrées, c'est-à-dire les gros mastodontes, et donc Total, BP en Grande-Bretagne ou Royal Dutch. Alors, est-ce que dans le siège du pétrole, vous vous êtes dit que l'automobile pouvait être également un secteur où investir ? C'est une bonne transition, oui. L'automobile, là, pour le coup, c'est un secteur qui est complètement mal aimé du marché, qui a extrêmement mal performé l'année dernière, qui s'est un petit peu repris cette année, mais qui reste sur des tendances qui sont mauvaises. Et on pense que sur le plan de ce qu'attend le marché, le consensus est un petit peu trop élevé encore sur ce secteur. Et donc, on voit mal comment... on pense qu'il va y avoir encore besoin de réduire les prévisions, les attentes du marché. Et donc, on est très peu exposé au secteur. On n'est pas exposé aux constructeurs, si ce n'est par FFP, au travers d'FFP sur Peugeot. Et puis, sinon, on est exposé à un cas particulier qu'on aime beaucoup, qui est Michelin, qui est donc le pneumaticien, qui lui a la particularité d'être principalement non pas sur la première monte, mais sur le renouvellement des pneus, et qui a un positionnement là-dessus qui lui permettra probablement de bénéficier du secteur, même si les tendances fondamentales ne sont pas porteuses actuellement. Alors on a parlé, Nicolas, des actions que vous avez eues sur ce fonds. Vous êtes venu avec deux exemples d'investissement, Pernod Ricard et Puma. Il nous reste quelques minutes, je vous propose de les commenter ensemble. On commence avec Pernod Ricard qui va apparaître à l'écran. L'idée derrière Pernod Ricard, c'est pareil, c'est une double idée. C'est-à-dire sur le plan du secteur, d'abord, ça nous plaît parce que c'est un secteur de la boisson et un segment au sein de la secteur de la boisson qui est un segment des spiritueux, qui a
de notre point de vue actuellement plus d'intérêt et plus de valeur que la partie brasseur. Pernod Ricard est très exposé aux émergents, est exposé notamment à la Chine. On vient de le voir, la Chine, la situation reste quand même très porteuse. Et puis, donc c'est le numéro 2 mondial, Pernod Ricard, numéro 2 mondial des spiritueux, avec des marques fortes, emblématiques. Et puis, il y a aussi un événement interne à la boîte, une société qui est en train de se restructurer, qui est en train de travailler sur son portefeuille et pour laquelle nous considérons que les marges seront amenées à progresser sensiblement dans les trimestres à venir. Et alors pour conclure, un commentaire sur Puma également, dans lequel vous avez décidé. Puma, donc on est dans la consommation, c'est un domaine dans lequel on a envie d'être exposé, et le fait est qu'on était exposé au travers d'Adidas sur lequel on a décidé de prendre nos bénéfices parce que la valeur avait bien performé. On s'est exposé, on a décidé de rester sur le secteur, du coup on s'est investi sur Puma numéro 3 mondial dans le segment, qui est également dans une bonne dynamique, notamment au niveau de la notoriété, qui a probablement à gagner encore en notoriété, qui le fait au travers de partenariats avec des gens célèbres ou avec des équipes de sport qui sont probablement très importantes et avec un travail ensuite sur les marges qui, elles, devraient progresser sensiblement également dans les trimestres à venir. Merci beaucoup Nicolas Budin pour votre analyse. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes gérant action chez Myria AM.